Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin, géopolitique, sommet des BRICS, quelles opportunités pour l'Afrique? Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs. Des hommes d'affaires des pays des BRICS se sont réunis depuis vendredi pour partager leurs réflexions sur la croissance économique lors du Forum des affaires des BRICS, l'une des dernières réunions des BRICS avant le grand sommet qui se tiendra dans la ville russe de Kazan. Eh bien, le président russe Vladimir Poutine a assisté à cette session plénière de la réunion. Les dirigeants de plusieurs autres pays des BRICS, dont l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte, se sont exprimés par liaison vidéo. Dans son discours, Vladimir Poutine a souligné que le PIB des pays des BRICS a dépassé les 60 000 milliards de dollars américains l'année dernière, ce qui représente environ plus de 37,4% du PIB mondial, soit plus que les 29,3% des pays du G7. Il a prédit que l'écart se creusera inévitablement dans les jours à venir. Vladimir Poutine a également évoqué le rôle des BRICS dans l'économie mondiale et les objectifs de cette organisation. Le travail des BRICS, n'est dirigé contre personne. Il ne vise qu'une tâche générale, le développement durable et l'épanouissement de nos pays et de nos peuples, a déclaré d'ailleurs le président russe. Ce message a été bien accueilli par les participants au forum d'affaires qui voient là de nombreuses opportunités pour leurs entreprises dans les pays des BRICS, en particulier dans le domaine du développement des infrastructures. Pour l'Afrique du Sud et le continent africain, l'opportunité offerte par les BRICS est absolument énorme. L'Afrique du Sud a déjà enregistré une croissance de ses échanges commerciaux grâce à sa présence au sein des BRICS, a déclaré d'ailleurs Bouzi Mabouza, président de la section sud-africaine du Conseil des entreprises des BRICS. L'Égypte a de nombreux projets en Afrique. Par conséquent, la coopération avec les États membres des BRICS pour réaliser des projets d'infrastructure avec les entreprises égyptiennes est un avantage, une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. L'Égypte aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous donne des chiffres, importe 50% de sa nourriture, alors que les BRICS sont l'un des principaux fournisseurs, a déclaré Ala Hez, secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce égyptienne. Eh bien, mesdames, messieurs, le 16e sommet des BRICS, le premier à se tenir après l'élargissement des BRICS, est prévu du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie. Et ça se déroule actuellement là-bas. Il y a pas mal d'échanges et plusieurs pays frappent aux portes des BRICS parce que pour ces pays-là, eh bien, le monde est en train de changer et on se dirige vers un monde multipolaire parce que le bloc des BRICS est plus riche, plus grand, plus fort que le G7. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, encore ce matin. Géopolitique, sommet des BRICS, quelles opportunités pour l'Afrique? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fonga. Il est notre invité ce matin. André Christelle Fonga, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Jocelyn Goss, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de me retrouver à Panafricanist TV pour justement discuter des questions extrêmement importantes de notre continent et du reste du monde. Vous êtes panafricaniste, vous êtes également pasteur. Quand on dit BRICS, vous pensez à quoi? Je pense à la rupture, n'est-ce pas, du monde unipolaire pour former le monde multipolaire. Quand je pense aux BRICS, je pense à un nouveau paradigme, n'est-ce pas, qui met en mal le système néocolonial libéral, capitaliste, n'est-ce pas, qui nous a mis sur esclavage depuis des décennies. Quand je pense aux BRICS, je pense à cette nouvelle forme, n'est-ce pas, de gouvernance qui est en train de se mettre en place et ce nouveau système, n'est-ce pas, économique, financier, culturel qui est en train de se mettre en place. Donc voilà un peu tout ce que quand vous me posez toute la question, tout de gros comme ça, quand on vous parle des BRICS, qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà ce que ça m'inspire. 37,4% du PIB mondial, c'est ça les BRICS aujourd'hui. Exactement, quand on parle de près de 40% aujourd'hui, parce que là,
au vu, n'est-ce pas, d'augmentation en dehors des pays fondateurs, qui, n'est-ce pas, des pays émergents qui ont fondé les BRICS. Maintenant, on est à les BRICS Plus, parce qu'il y a une augmentation d'adhésion. Aujourd'hui, ils sont à 11, mais je crois que le sommet de Kazan, il y aura de nouveaux membres de cette organisation. Quand vous avez d'abord, premièrement, le pays acteur, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Fédération de Russie, qui est presque un pays continent, parce que quand vous avez la Russie comme leader de ce regroupement-là, alors vous êtes sûr que vous avez affaire à une mastodonte. Quand vous avez la première puissance nucléaire mondiale et militaire même, parce qu'aujourd'hui, la Russie est la première puissance nucléaire et militaire du monde. Ça ne se discute avec personne. Maintenant, deuxièmement, vous avez comme deuxième membre la Chine. La Chine est première puissance économique actuelle dans le monde. Donc, en matière économique, vous avez deux mastodontes, c'est-à-dire tout ce que le monde a besoin, c'est-à-dire l'économie et les armes, ou bien l'armée, la sécurité. Voilà. Parce que le monde vit aujourd'hui sur deux guerres. Les deux guerres, la guerre économique et la guerre armée. Et les deux même sont ensemble parce qu'ils marchent ensemble. Il ne peut pas avoir de guerre économique sans la guerre, n'est-ce pas, armée. Vous voyez que la preuve en Ukraine, c'est cette guerre qui est en train de se passer aujourd'hui, n'est-ce pas? Une guerre économique, mais aussi une guerre, n'est-ce pas, militaire. Donc, vous avez deux puissances, n'est-ce pas, qui représentent ces deux grandes entités qui dirigent le monde, c'est-à-dire l'économie et la guerre. Comment ne pas dire que les BRICS, c'est vraiment le détonateur d'un nouveau monde, d'un nouveau paradigme, n'est-ce pas? La cassure du monde, n'est-ce pas, capitaliste, néolibéral, qui a longtemps dominé le monde aujourd'hui. Parce que l'économie est entre les mains des BRICS. Aujourd'hui, la défense est entre les mains des BRICS. C'est tout ce qu'un pays africain peut rechercher aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie, n'est-ce pas, et la défense. Donc, s'il a ça, ce n'est que normal que les pays africains aujourd'hui s'intéressent aux BRICS aujourd'hui. Donc, véritablement, c'est la rupture, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai pris seulement l'exemple de deux pays qui sont membres des BRICS, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Alors, si on arrondit un peu, vous avez l'Inde, qui est aujourd'hui aussi une puissance émergente, qui a des ressources énormes en matière technologique, en matière, n'est-ce pas, de travail, en matière j'ai déjà parlé de technologie, en ressources humaines, infrastructures, en ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, l'Inde, quand même, en matière de ressources humaines, est extrêmement, parce que beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de docteurs, donc ils se sont formés. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien faire aujourd'hui dans le monde sans l'Inde. Et sans compter sa population. Une population, la démographie est tellement grande aujourd'hui. Et donc, vous voyez que vous ajoutez en matière démographique seulement ces trois pays. La Chine, première population, plus d'1 milliard d'habitants. On est à la Russie, beaucoup d'habitants. L'Inde, des millions d'habitants. Donc, quand vous avez seulement démographiquement ces gens-là, alors vous voyez que la moitié du monde est déjà dans les BRICS. Et si vous avez la moitié du monde dans les BRICS, ça veut dire que plus rien ne peut plus arrêter, n'est-ce pas, le mouvement comme celui-là. J'ai seulement pris 3 pays pilotes. Vous y ajoutez l'Afrique du Sud. Vous y ajoutez le Brésil. Le Brésil aussi qui est dans une posture aujourd'hui, n'est-ce pas, de travail assez acharné et qui a une nouvelle technologie aussi, qui met en place, n'est-ce pas, des infrastructures, qui travaille d'arrache-pied pour justement gagner la part des marchés dans le monde. Donc, si vous avez ces pays-là, alors, véritablement, vous êtes dans le nouveau monde, le nouveau, pour ne pas dire le nouveau ordre mondial, parce que c'est l'ancien ordre mondial, n'est-ce pas, qui a longtemps dominé le monde et qui nous a amené à l'asservissement que nous avons aujourd'hui. On peut dire que c'est un monde multipolaire qui est en train d'éclore et qui a déjà même pris de l'avance, n'est-ce pas, sur le monde unipolaire. Justement, je vais donner les chiffres à nos téléspectateurs tout de suite. Population, on va le dire comme ça, de l'Inde, c'est 1,417 millions d'habitants. Population chinoise, plus d'un milliard. 1 milliard. Plus d'1 milliard 300 millions d'habitants, je vous parlais de l'Inde, 1 milliard 417 millions d'habitants. Et on ne va pas également oublier la Russie, c'est 146 millions d'habitants en 2021. Donc si on va regarder, nous sommes peut-être aujourd'hui à plus de 150 millions, on va le dire ainsi. À ces 3 pays, on peut dire que c'est carrément la moitié
Écoutez, vous oubliez qu'il y a d'autres pays africains qui sont déjà l'Afrique du Sud membre. Vous avez déjà l'Afrique du Sud qui est membre, vous avez le Brésil qui a aussi une forte population, vous avez, n'est-ce pas, l'Égypte qui a une forte population. En fait, vous voyez que presque le monde est en train de se diriger, pieds et poings liés, n'est-ce pas, vers les BRICS, et qui ont des modèles, n'est-ce pas, économiques de défense qui ne sont pas compliqués comme ce que nous avons au niveau du monde unipolaire. Parce que actuellement, quand vous regardez le système du dollar, qui a longtemps dominé le monde, les Américains ont créé une monnaie, premièrement qui était adossée sur l'or, après subitement l'or a disparu. D'ailleurs, je voulais vous faire un rappel, vous connaissez Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur général du FMI. Quand il est arrivé au FMI, il dit, OK, les Américains nous disent que le dollar, qui est la monnaie, qui était devenue la monnaie universelle, où tout le monde utilisait le dollar, la monnaie d'échange planétaire, est basée sur l'or. OK, alors à Fort Knox, c'est là où les Américains gardent l'or, n'est-ce pas, qui justement donne la force du dollar. Il dit, allons à Fort Knox pour voir la réalité de cet or-là. Quand les Américains ont entendu, ils disent qu'il va où? À Fort Knox, regardez l'or. Parce qu'en réalité, le dollar est une monnaie spéculative. Elle n'est basée sur rien. Parce que l'or de Fort Knox appartient à un groupe de familles. Donc ce n'est plus l'appartenance, n'est-ce pas, de l'État américain. Donc vous voyez, en fait, vous connaissez les familles qui dirigent le monde aujourd'hui. Les 13 familles. Donc, c'est à eux qu'appartient cet or-là. Donc, ils disent que maintenant, vous ne pouvez pas, cet or-là nous appartient, c'est bien une propriété privée, parce que les États-Unis en eux-mêmes, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, c'est la propriété, n'est-ce pas, des 13 familles qui dirigent le monde. Donc, Dominique Strauss-Kahn se retrouve dans ce dilemme-là, et c'est là où on lui dit, bon, comme vous avez décidé de vouloir mettre, comme on dit souvent, quand le vent souffle, c'est là où on voit les fesses de la poule, vous voulez mettre, n'est-ce pas, notre derrière, n'est-ce pas, en public, alors on va vous créer des problèmes. C'est comme ça qu'on fabrique toute une histoire avec Nafissatou Diallo, n'est-ce pas, où on dit, sachant la faiblesse de Dominique Strauss-Kahn, qui justement avait déjà des relations avec Nafissatou, parce que c'était son hôtel de référence, là où il avait l'habitude de passer son temps, et même avec cette jeune fille, n'est-ce pas, Nafissatou. Donc, c'est comme ça qu'elle est payée par les services secrets de la CIA pour crier à un viol imaginaire, et finalement, même pas présomption d'innocence. Monsieur Dominique Strauss-Kahn est arrêté, n'est-ce pas, menotté comme un vulgaire bandit, filmé. Vous voyez tout ce ramdam et tout ça parce que les 13 familles justement qui dirigent le monde et qui appartiennent l'or spéculatif du dollar, n'est-ce pas, en complicité avec monsieur Nicolas Sarkozy qui voyait en Dominique Strauss-Kahn un potentiel, n'est-ce pas, candidat pour le déboulonner en France. Alors, toute cette machine s'est mise en place pour le mettre hors d'état de nuire. Pour une seule chose, une seule question, il voulait aller regarder véritablement si l'or existe réellement. Vous voyez, pour dire quoi? Je prenais cet exemple pour vous dire que les BRICS viennent de faire quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire de manière des échanges économiques. C'est-à-dire que vous allez voir que maintenant, dans les échanges économiques, c'est avec les monnaies locaux, adossées sur l'or réel, qui vont maintenant faire les échanges économiques dans le monde. C'est-à-dire, la Russie d'abord elle-même a basé son argent, ses ressources sur l'or, parce qu'elle-même, elle en a. Vous voyez un peu. Et les autres pays, n'est-ce pas, qui sont là, ont la possibilité d'échanger avec de l'or. L'or est devenu la véritable monnaie dans le secteur des BRICS. Et non, cette monnaie spéculative, ce vent que nous avons, quand nous vend, on dit que le dollar, le système de l'or. Et donc, comme le roi dollar ne veut pas mourir, le roi dollar trouve les voies et moyens, n'est-ce pas, pour survivre. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des nouveaux droits de l'homme. Par exemple, c'est-à-dire ceux qui le roi dollar appartient, ont créé des nouveaux droits de l'homme, les LGBTQIA+, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils ont créé maintenant. Et
Le système monétaire international, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, en fait, les institutions de Bretton Woods, ont maintenant pour conditionnalité, par exemple, dans certains États, pour qu'on vous prête de l'argent ou bien pour que vous entrez dans le système, n'est-ce pas, SWIFT, véritablement, il faut légaliser l'homosexualité. L'exemple le plus patent en Afrique, c'est celui du Gabon, où le Gabon se retrouve en difficulté financière. On leur dit, OK, pour que nous vous apportons, n'est-ce pas, de l'aide sur le régime Ali Bongo, il faut légaliser le mariage pour tous, c'est-à-dire l'homosexualité. Et le Gabon a légalisé l'homosexualité. Et donc, on les a accordé, n'est-ce pas, le financement qu'ils voulaient pour relever leur économie. Il y a plusieurs États qui ont subi, n'est-ce pas, le diktat, n'est-ce pas, de ces nouveaux droits de l'homme. Et d'ailleurs, vous vous rappelez d'un discours de Joe Biden, n'est-ce pas, qui demandait que les LGBTQ doivent vivre leur vie en toute liberté partout, en citant le Cameroun, n'est-ce pas, dans ce discours, fameux discours-là. Vous vous rappelez, nous avons fait une émission là-dessus une fois. Donc, vous voyez que ce nouveau système, n'est-ce pas, des droits de l'homme du côté du monde unipolaire, n'est-ce pas, c'est ce que les BRICS aujourd'hui nous écartent, nous épargnent, nous disant que non. Nous, on n'a pas besoin de vous imposer les LGBTQIA+, c'est quoi, et tout et tout. On n'a pas besoin de vous imposer ça. Nous sommes là pour la protection de l'humanité. Nous sommes là pour le bien-être de l'humanité. C'est-à-dire, si vous avez des ressources, nous travaillons avec vous pour justement, à base de vos ressources, et on apporte des financements à votre économie. Et donc, c'est ça que l'Afrique, par exemple, a besoin aujourd'hui, d'utiliser ses ressources pour son développement. S'il faut davantage être malmené par le système unipolaire, alors nous nous retrouvons dans les difficultés que nous avons aujourd'hui, où on nous impose des systèmes, on nous impose des lois, on nous impose, n'est-ce pas, des cultures importées qui ne permettent pas le développement. Imaginez-vous, que ferez-vous avec des hommes qui sont, n'est-ce pas, foutus dans le derrière? Qu'est-ce que demain ils en feront? Rien du tout. André Bicêtre, je vous poserai donc une question. On a deux blocs. Cela signifie finalement, comme Vladimir Poutine le dit, un bloc qui est l'empire du mensonge, et on va dire que les BRICS, c'est l'empire de la vérité. Mais exactement, je pense qu'aujourd'hui, nous les Africains, parce qu'il faut le regarder sur le prisme de l'actualité du monde. L'actualité du monde, aujourd'hui, nous constatons que ceux qui sont les soi-disant, ils se sont autoproclamés, hein, n'est-ce pas, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des démunis, des faibles, défenseurs je ne sais pas quoi, aujourd'hui, se révèle que c'est du mensonge, avec leurs médias, mensonge, avec tout ce qu'ils ont, en fait, tout ce qui est du monde, n'est-ce pas, unipolaire, n'est que basé sur le mensonge. Et vous connaissez qui est le père du mensonge? C'est le diable. C'est des hommes qui ont accepté, n'est-ce pas, de servir le diable. Et donc, le mensonge. Et donc, ce mensonge-là, aujourd'hui, est en face de la vérité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appeler l'Afrique continent pauvre, alors que l'Afrique est à 60% la mamelle nourricière du monde. Dans tous les sens. Aujourd'hui, en matière de terre arabe, l'Afrique reste le premier dans le monde, où vous pouvez cultiver à toutes les saisons. Exact. Vous avez, n'est-ce pas, la deuxième réserve. Par exemple, le bassin du Congo est la deuxième réserve écologique de l'écosystème du monde, après l'Amazonie. Et l'Amazonie se trouve où? Dans un pays des BRICS qu'on appelle le Brésil. Vous voyez que vous avez le bassin du Congo qui est l'une des plus grandes réserves en matière d'écosystème aujourd'hui dans le monde. Le bassin du Congo, vous connaissez où il se trouve? RDC, Congo, Tchad, non pardon, pas Tchad, RCA et tout. Donc voilà ce qui même le Cameroun. Donc voilà le bassin du Congo. Donc vous avez, n'est-ce pas, ce bassin-là qui est préservateur de l'écosystème mondial. C'est pour ça que parfois ils nous demandent de reboiser. Parce que quand ils coupent les arbres, c'est eux-mêmes qui viennent encore couper. Exactement. Donc, vous voyez que quand vous avez une Afrique où on dit que vous êtes pauvre, la démographie africaine est en train de monter en puissance. Quand je parle de l'Afrique, je ne parle pas d'un pays. Je parle du continent tout entier. La démographie africaine est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, nous sommes tout près de la Chine, aujourd'hui, en matière démographique, en matière de population. Et sans compter que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés en matière d'espace. 30 millions de kilomètres carrés qui réunit l'Europe, la Chine
et les États-Unis. Donc vous avez un territoire comme celui-là qui est capable, n'est-ce pas, d'englober 3 autres continents, c'est-à-dire la Chine, l'Europe et les États-Unis, qui est capable d'englober tout ça et mettre en Afrique. C'est pour ça qu'ils ont un projet, par exemple, de monde unipolaire, c'est-à-dire l'Afrique sans les Africains. C'est pour ça qu'ils nous font la guerre. C'est pour ça qu'ils nous créent le terrorisme. C'est pour ça qu'ils nous créent des conditions. Ils nous amènent le système démocratie, n'est-ce pas? Je voudrais une légère digression. Depuis Zelensky n'est plus président de l'Ukraine. Parce que les élections, le mandat qui lui a été donné est fini depuis mars. Donc, jusqu'à présent, M. Zelensky est illégitime à la tête de l'Ukraine. Mais est-ce qu'on a imposé à l'Ukraine d'organiser les élections? Ils disent quoi? L'Ukraine est en guerre. Donc Zelensky peut gouverner. Pourquoi quand le Mali est en guerre contre le terrorisme, on ne dit pas, on n'impose pas le système démocratique? Pourquoi le Burkina Faso qui est en guerre, on n'impose pas, on ne dit pas que non, allez-y, battez-vous d'abord contre le terrorisme, le djihadisme, n'est-ce pas? Le Niger, même chose. Le Centrafrique qui a longtemps vécu dans la guerre, heureusement que le partenariat Russie, RCA est en train de produire des fruits avec la sécurisation de Bangui aujourd'hui où près de 90% du territoire centrafricain est déjà récupéré grâce au partenariat FACA, Force de défense centrafricaine, et les instructeurs russes qui aujourd'hui produisent des résultats concrets. Donc, vous voyez que les soi-disant démocrates font la démocratie de 2 poids 2 mesures. Quand c'est leurs intérêts qui sont en mal, alors il faut vraiment la démocratie. Mais quand leurs intérêts sont en jeu, il faut les protéger. Ils n'ont pas besoin de démocratie. C'est eux qui sont encore dans vous appelez ça quoi, le Conseil de sécurité et qui donnent le droit de veto, n'est-ce pas? Les États-Unis, par exemple, sont allés attaquer 2 pays, sont allés bombarder 2 pays. Sans l'avis du Conseil de sécurité. D'ailleurs, la France avait mis son droit de veto pour que les États-Unis n'attaquent pas l'Irak, n'attaquent pas l'Afghanistan. Mais les États-Unis sont allés attaquer, ont bombardé l'Afghanistan, ont bombardé l'Irak, sous le prétexte qu'ils étaient à la poursuite. Il fallait détruire Osama Ben Laden de l'autre côté et l'ancien président de Saddam Hussein. Exactement. Alors que M. George William Bush, n'est-ce pas, venait se venger des vieilles rancunes de son père, qui avait perdu la guerre contre l'Irak, contre Saddam Hussein. Vous vous rappelez de cette guerre-là, quand son père, en 91, quand son père était président et qu'il avait échoué face à Saddam Hussein. Voilà, la première guerre du Golfe. Donc, il fallait absolument venir se venger, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a tout fait qu'il gagne les élections face à Al Gore. Une autre encore aberration, par exemple, de ce monde unipolaire. Je suis là en train de démontrer l'empire du mensonge. Hein? L'empire du mensonge, vous voyez que pour Al Gore, George William Bush, élection, je crois c'est 2000 ou 2001, je ne me rappelle plus de la date de ces élections-là. Il y a eu la première fois coupure d'électricité aux États-Unis, où toutes les machines se sont arrêtées, où le décomptage, le recomptage des voix, n'est-ce pas, a été... Mais donc, vous voyez que le système, soi-disant démocratique, n'est-ce pas, a été justement galvaudé. Mais quand le président Laurent Gbagbo demandait le recomptage des voix en 2010-2011, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, on a dit non, ce n'est pas possible. Alors qu'aux États-Unis, il y a eu coupure d'électricité, n'est-ce pas, toutes les machines se sont arrêtées. On a dit maintenant, on refait le recomptage des voix et finalement, George William Bush a été déclaré vainqueur. Alors que les premiers, n'est-ce pas, décomptages qui étaient là, donnaient largement, n'est-ce pas, la victoire à Al Gore. Donc, vous voyez un peu comment le monde unipolaire nous a menti, continue à nous mentir, à prospérer dans le mensonge, nous faisant croire que non, nous ne sommes pas les démocrates, c'est eux les démocrates, nous ne sommes pas des défenseurs des droits de l'homme, c'est eux les droits de l'homme. Quand un premier ministre français peut aller dans son assemblée nationale assumer, n'est-ce pas, qu'il est homosexuel, marié au ministre des Relations extérieures de son propre pays, n'est-ce pas? Quand vous avez les Trudeau, n'est-ce pas, le premier ministre canadien, vous avez le Luxembourgeois qui est
est marié aussi à un autre homme. Vous avez un système comme ça, alambiqué, des gens qui n'ont pas de famille, des gens qui n'ont absolument rien. En fait, vous comprenez qu'ils sont réellement l'empire du mensonge, sont au service de qui? De leur maître qui s'appelle Satan. Terminons rapidement avec vous en quelques secondes, André Kisafanga. Est-ce une opportunité aujourd'hui pour l'Afrique? Je parle bien sûr des BRICS. C'est une très grande opportunité pour les Africains. Parce que le FMI, par exemple, au lieu de financer un barrage comme le barrage Inga, oui. Inga 1, Inga 2, c'est un projet qui date de longtemps. Le projet Inga se trouve en RDC Congo. C'est l'un des plus grands fleuves d'Afrique qui peut produire de l'énergie pour toute l'Afrique. Tout le continent. Et le revendre dans d'autres continents. C'est-à-dire le barrage Inga a la capacité d'électrifier, mais comme il faut obéir, n'est-ce pas, à ce que Edmond Kohl avait dit, ancien chancelier allemand, il ne faut pas que l'Afrique s'industrialise. Parce que si l'Afrique s'industrialise, c'est la mort de l'Europe. Parce qu'on a fait de l'Afrique, n'est-ce pas, un comptoir, c'est-à-dire vous allez porter la friperie, vous allez acheter la brocante, vous voyez un peu. Vous voyez comment la brocante prospère. Vous voyez comment la friperie prospère. Vous voyez comment les produits de consommation, là, les OGM, on les consomme tous les jours, modifiés. Parce que c'est l'agriculture, n'est-ce pas, européenne, parce qu'ils n'ont plus de terre arable capable de produire naturellement ce qu'ils vont manger. Donc, il faut les travailler en laboratoire avant d'aller semer ou bien de mettre ça n'importe où ils veulent. Donc, vous voyez que quand vous avez ce système-là aujourd'hui qui nous a été imposé et que les BRICS nous amènent par exemple un autre système, c'est-à-dire la capacité de production de nous-mêmes, la capacité de nous sécuriser. Parce que regardez la Fédération de Russie avec la RCA, avec le Mali, le Burkina Faso, cet apport qu'ils apportent en matière de formation. Je voudrais vous rappeler, M. Josselin Gos, que les FACA étaient formés par les instructeurs de l'Union européenne. Et ils les formaient qu'avec les bâtons. Si vous voyez cette vidéo, vous allez rire. Je pense que nous l'avons publiée. Diffusé à plusieurs fois, où vous voyez des instructeurs européens poser les morceaux de bois sur les épaules des militaires centrafricains. Parfois, les fusils étaient en bois. Mais tout était en bois. Et à un moment donné, il fait comme vous avez joué policier bandit à l'époque, à l'enfance. Il dit, ok, quand tu as ça, et maintenant quand tu vises l'adversaire, tu dis, je t'ai tué. Voilà les instructeurs de l'Union européenne, ce qu'ils faisaient avec les FACA en RCA. Et maintenant que, par exemple, le partenariat FACA, instructeur russe, vous voyez le répondant de l'armée centrafricaine aujourd'hui. Vous voyez le répondant de l'armée malienne aujourd'hui. Vous voyez, n'est-ce pas, comment ils se déploient sur le terrain, comment ils travaillent d'arrache-pied pour justement mettre hors d'état de nuire les rebelles, les djihadistes et les terroristes. Donc, véritablement, l'Afrique a beaucoup à gagner, n'est-ce pas, avec le partenariat avec les BRICS. Parce que regardez ce que la Chine fait. Malgré que la Chine aussi est dans sa logique assez tard. Parce qu'il ne faut pas donner un chèque en blanc à la Chine, n'est-ce pas? Ne pas donner un chèque en blanc à la Chine. Et elle a cet art, mais il faut véritablement que c'est à nous, les pays africains, en allant nouer ces partenariats, n'est-ce pas, de choisir le bien-être de l'Afrique au détriment des autres. Et je pense que les États n'ont pas d'amis, n'est-ce pas? Ils n'ont que des intérêts. Et il faut véritablement que nous travaillions pour les intérêts de l'Afrique. Merci à vous, André Kisafanga, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu par le monde. Nous sommes de retour et nous espérons pour très longtemps. Bonne journée à toutes et à tous.